Bonjour, nous vous accueillons aujourd'hui à l'hôpital Tenon, dans le centre de référence des amyloses inflammatoires et de la fièvre méditerranéenne familiale, pour vous parler de l'amylose inflammatoire ou amylose AA. Donc, nous remercions beaucoup les membres de l'association française contre l'amylose d'être venus pour nous parler de leur association et puis témoigner sur cette maladie. Moi, je suis le docteur Georges Lavia, je travaille avec le professeur Gratteau et nous nous occupons des patients qui ont une amylose inflammatoire. Donc, nous allons d'abord vous présenter l'association française contre l'amylose, voici le plan de l'exposé. Puis ensuite, nous vous expliquons qu'est-ce que c'est que l'amylose et qu'est-ce que c'est que l'amylose en particulier, comment on diagnostique cette maladie, comment on peut la traiter, comment on doit la suivre, et puis après nous serons à disposition pour des questions. Donc, je vais laisser la parole à M. Lebreuil et à Mme Clément qui vont nous introduire l'association française contre l'amylose. Merci tout à l'heure. Nous avons présenté cette association. Donc, notre association existe depuis 26 ans. Elle s'occupe, elle vient en aide à tous les malades atteints d'amylose. Son conseil scientifique est très important au niveau de notre association. On verra dans la suite de la présentation le rôle que joue ce conseil scientifique. Donc, nous sommes membres d'Alliance Maladies Rares, membres de la plateforme Rare Connect, où nous avons une action de modérateur au niveau du dialogue sur le forum Propres Amylose. Et nous appartenons aux 3 filières dédiées à l'amylose. Donc la filière qui nous intéresse aujourd'hui, la filière FAI2R, la filière Marie pour les amyloses à elle, et Finemus pour les amyloses héréditaires. Et depuis 2 ans, notre association est reconnue association de bienfaisance. Donc, son conseil scientifique nous faut 15 docteurs et professeurs nous font l'honneur d'appartenir au conseil scientifique de l'association. En particulier, le professeur Gratteau, coordinateur du centre de référence des amyloses AA, appartient au conseil scientifique. Toutes les informations médicales publiées par l'association, avec tous ces médias, tous ces supports, on le verra par la suite, eh bien, sont validées par le conseil scientifique. Nos missions: communiquer pour améliorer la connaissance de la maladie auprès des malades et des professionnels de santé, contribuer au mieux-être des malades dans la mesure du possible, œuvrer pour favoriser la recherche médicale sur l'amylose et développer la relation avec les associations nationales et internationales traitant d'amylose ou de maladies rares. Ça dépend, certains pays n'ont pas les mêmes critères que nous. Nos actions de communication, ça c'est Gérard qui fait marcher Internet. Voilà, il y a notre site Internet, dont vous voyez un peu les performances, là, suit la vie de l'association depuis pratiquement sa fondation. Et ce site est toujours très visité. C'est là où les malades qui commencent à percevoir qu'ils sont atteints d'amylose peuvent chercher des informations fiables en français, ce qui n'est pas évident au niveau des sites web. Et puis, eh bien, ce site, nous réfléchissons actuellement à une évolution de ce site web. Il y a 2 ans, nous avons complété ce site par notre page Facebook, qui est aussi relativement un bon succès. Nous essayons d'avoir 2 publications par semaine. Ces publications atteignent plusieurs centaines d'abonnés à chaque fois. Par exemple,
la publication sur l'amylose AA que nous avons faite il y a 1 ou 2 semaines, eh bien, a été atteinte par 703 personnes abonnées sur Facebook, et 79, à peu près plus d'un dixième d'entre elles, ont lu complètement la publication. Voilà, donc des actions de communication enfin, plus classiques. Un journal annuel, les AIPE, qui, le dernier numéro est sorti à la rentrée, et il y a en particulier un article où le docteur Georges Ladial fait le point sur les amyloses AA. L'édition d'un flyer qui a l'intérêt d'un flyer, c'est qu'il a toutes les coordonnées à jour de l'association, les sites, les adresses, les numéros de téléphone, et puis notre journée annuelle, très importante dans la vie de l'association, qui comporte deux parties. Le matin, c'est l'Assemblée générale, et l'après-midi, donc, le conseil scientifique informe sur les dernières avancées au niveau des 3 formes d'amylose et échange avec les patients. Et nous sommes présents, comme on l'a vu tout à l'heure, au niveau de différents réseaux, en particulier Rare Connect, où nous jouons un rôle de modérateur, puisque c'est un site qui est dans toutes les langues de chacun des pays, il y a un site international, et nous avons des messages qui nous ont été traduits par le site de Rare Connect, et on nous demande de vérifier la validité des échanges. Nos actions auprès des malades. Un pôle malade est composé de quelques patients référents qui animent un réseau de malades et de familles qui souhaitent communiquer entre eux, l'écoute téléphonique, réponse sous 48 heures. Alors il y a des réponses très concrètes et puis des réponses plus de l'écoute. Et réponse à des demandes de renseignements via des messages reçus sur la page Facebook. Quand les gens téléphonent aussi, quelquefois, ça passe par Facebook. Et puis on a des actions. Plus phares. Participation active à la mise en place d'un programme de TPI, éducation thérapeutique du patient au CHU, Bicêtre, à destination des malades atteints d'amylose héréditaire. En 2014, un livret et un DVD d'auto-éducation ont été conçus. Et depuis 2015, des sessions complètes d'ateliers fonctionnent. Voilà, c'est relancé en 2016. D'autres ateliers fonctionnent aussi. Alors cette expérience, l'intérêt, c'est qu'elle pourra être utilisée pour accompagner la mise en place d'ateliers spécifiques pour les autres formes d'amylose, et voire même pour d'autres types de maladies. Donc nos actions en faveur de la recherche médicale, les cotisations des membres, les dons et legs permettent de mener différentes actions pour la recherche. Nous décernons 2 prix annuels, un prix de la recherche depuis 2009 qui récompense un projet plus porteur d'avancées, plus porteur sur le travail des amyloses, et qui est sélectionné par le comité scientifique, présidé pour ce prix par le docteur Buob de l'hôpital de Meaux. Le deuxième prix, un prix Martha. Le prix Martha, donc du nom d'une légatrice, du prénom d'une légatrice, et qui récompense un projet visant à améliorer la prise en charge médicale et ou sociale des malades atteints d'amylose. Le projet le plus innovant et duplicable, on demande, enfin, on fait en sorte que le projet retenu soit duplicable dans d'autres unités, et donc c'est ce qui est fait d'ailleurs actuellement. Tout à l'heure, Mireille nous en parlera d'une manière un peu plus détaillée. Alors, l'attribution des prix cette année, le prix de la recherche pour un montant de 20 000 € a été attribué au professeur Sophie Valex du laboratoire de génétique moléculaire.
à l'hôpital Necker, pour son dossier « Compréhension des déterminants génétiques des amyloses AA héréditaires ». Voilà. Et le prix Martha, donc pour 15 000 €, a été attribué à Julie Pompignac du CHU Henri Mondor pour son dossier Amylopep. C'est une mise en œuvre d'un programme d'éducation thérapeutique du patient, multidisciplinaire, pour tous les types d'amylose. Nos actions en liaison avec les centres de référence et les centres experts, réunion annuelle du conseil scientifique, soutien lors des audits d'évaluation et de renouvellement des centres de référence avec la HAS, participation aux journées annuelles organisées par les médecins des centres de référence et d'expertise, financement d'actions ponctuelles, carte d'identité patient, livret d'auto-éducation. Voilà, on est ouvert à toutes sortes de projets s'ils ne sont pas trop coûteux. Alors un volet aussi important de notre activité, c'est le rapprochement avec les associations étrangères, des projets concrets qu'ils forment, surtout suite au congrès international sur les amyloses qui a eu lieu à Uppsala en Suède en juillet 2016. Et ça va déboucher sur la création d'un groupe Facebook, AmiAsso, qui comprend à ce jour des représentants de 14 pays, dont vous pouvez lire la liste sur ce slide. Nos actions pour 2016. Donc, c'est des actions maintenant qui sont, certaines d'entre elles sont terminées. En particulier le tournage d'un documentaire sur le quotidien d'un malade atteint d'amylose héréditaire, destiné à être diffusé lors de conférences médicales, ainsi qu'un documentaire sur un atelier ETP et la création d'un film d'animation de 3 minutes. Tous ces films sont consultables sur le web. Le premier film documentaire commence à intéresser justement certains festivals qui vont avoir lieu en 2017. Voilà, et cette expérience qui semble avoir des retombées qui intéressent les malades, qui intéressent aussi le corps médical, pourront être dupliquées pour les autres formes d'amylose. Et actuellement, nous créons un questionnaire pour aider à la réalisation de livrets pédagogiques concernant les 3 formes d'amylose avec le docteur Georges Lavial, centre de référence des amyloses AA à Tenay. Nos projets pour 2017, alors création d'un site internet participatif permettant l'échange d'expériences avec les 14 associations étrangères, création de fiches d'aide aux démarches administratives, création d'une newsletter pour informer encore mieux les malades, et en attente de subventions, des projets de mise en place d'une plateforme de travail collaboratif au service des malades. Ça aussi, c'est en lien avec l'hôpital Tenay. Suite à une consultation à laquelle nous avons répondu assez rapidement, et on croise les doigts, on attend la réponse pour le mois de décembre. Voilà, pour une subvention de la fondation Groupama. Oui, c'est ça. Merci pour cette présentation, donc, très complète de tout ce que vous faites. En tout cas, je tiens à souligner que c'est une association qui est très très dynamique, très réactive et qui se déplace depuis le fin fond de l'Île-de-France pour toujours répondre à nos sollicitations et aux échanges avec le centre et les patients. Donc maintenant, je vais vous parler de l'amylose. Donc j'ai essayé de retenir toutes les questions que vous posez le plus souvent les patients atteints d'amylose AA pour pouvoir y répondre le plus simplement possible. C'est une maladie qui n'est pas très simple à expliquer en quelques minutes en consultation. Donc vous allez d'abord qu'est-ce que l'amylose en général, puis ensuite arriver à l'amylose AA.
Si on commence par le début, dans le corps, on a de l'ADN, c'est un code génétique qui est présent dans toutes les cellules de notre corps, qui est un peu comme le programme d'un ordinateur. Tout au long de notre vie, nos cellules se renouvellent, et chaque cellule a son rôle à jouer. Et donc à partir de l'ADN, chaque cellule va fabriquer des molécules qui s'appellent des protéines. Ces protéines sont indispensables au fonctionnement de l'organisme, parce qu'elles fournissent une structure et une fonction de presque tous les processus biologiques de la vie. Donc les protéines, une fois qu'elles sont fabriquées par nos cellules, elles vont adopter une forme particulière. Et donc c'est cette forme qui leur permet de remplir leur fonction dans le corps humain. Quand elles sont correctement repliées, donc elles ont une forme adéquate, le corps fonctionne bien et nous sommes en bonne santé. Donc, sur cette diapositive, vous allez voir des protéines qui sont correctement repliées. Vous voyez qu'elles ont des formes qui peuvent nous sembler, j'ai fait exprès de prendre des formes géométriques, en tout cas ce sont des formes dites normales et qui permettent à la protéine et au corps de bien fonctionner. Mais parfois, les protéines se replient mal et cela peut nuire au fonctionnement du corps et entraîner des problèmes de santé. Donc j'ai fait exprès de représenter de façon très schématique une protéine jaune comme la foudre. Et donc de façon schématique, c'est une protéine qui est mal repliée. Donc en général, notre corps, il a des cellules qui font un peu office de policiers et qui sont capables de repérer ces protéines qui sont mal repliées, donc anormalement repliées, et de les éliminer au fur et à mesure. Donc pour cela, notre globule blanc policier va taper sur la protéine mal repliée et entraîner son élimination en la digérant. Comme ça. Voilà, donc ici on voit de façon schématique l'élimination d'une protéine mal repliée. Mais il arrive des situations dans le corps où il y a trop de protéines mal repliées. Et donc on imagine bien, vu le schéma avant, que le corps, s'il a trop de ces protéines, il peut être dépassé et ne pas arriver à toutes les détruire. Et du coup, ces protéines anormales vont s'accumuler dans le corps. Donc, sur cette diapositive, vous voyez, j'ai représenté de façon très schématique aussi un excès de protéines mal repliées jaunes par rapport aux autres protéines. Et du coup, l'organisme, il n'a toujours que le même nombre de cellules policières et donc il ne peut pas toutes les détruire. Et du coup, ces protéines mal repliées en excès vont s'accumuler. Et maintenant qu'on a vu un petit peu le processus, en fait, quand une protéine se replie mal, elle a un nom qui est un petit peu barbare, on dit qu'elle est amyloïde. Donc quand on a des protéines qui se replient mal, on a des protéines amyloïdes. Et quand elles s'accumulent, elles vont se coller les unes aux autres. Donc vous voyez ici sur l'exemple, il y a une protéine jaune qui va s'accrocher à d'autres protéines jaunes, ça va faire une fibrille rigide, linéaire, comme un Scooby-Doo, tressé. Donc à droite, j'ai mis plein de petits Scooby-Doo les uns à côté des autres. Et donc ces fibrilles sont très très difficiles à casser. Quand ces fibrilles vont s'accumuler dans les organes, elles vont former des plaques et empêcher le fonctionnement normal des organes. Et c'est comme ça que les signes de l'amylose vont apparaître. Donc à droite, j'ai fait un petit schéma qui montre que ces fibrilles sont très très solides et sont difficiles à briser. Et sur cette diapositive, on voit la représentation de ces fibrilles amyloïdes. Donc vous voyez que chaque fibrille est composée de multiples protéines qui se sont agrégées les unes avec les autres. Elles se sont encastrées les unes dans les autres. Et elles vont former des plaques. Donc j'ai entouré de rose les 3 fibrilles qui sont collées les unes aux autres pour faire comme une plaque. Et on verra après que quand on fait une biopsie et qu'on regarde au microscope avec une coloration, ça fait des plaques un petit peu rosées. Donc, sur cette diapositive, vous voyez les organes qui sont majoritairement atteints en cas d'amylose AA. Donc ce sont les organes où les fibrilles se déposent le plus, puisque suivant les types d'amylose, il y a des organes qui vont être plus ou moins atteints par ces fibrilles et par ces plaques. Donc en premier lieu, ce sont les reins qui sont atteints, ensuite le foie, ensuite le tube digestif. Le tube digestif, il est très très souvent atteint, dans presque tous les cas, mais il fait rarement parler de lui. C'est-à-dire qu'on peut avoir une atteinte digestive, mais on peut ne pas avoir de signes. Donc sur ce schéma, je vais vous montrer petit à petit comment on peut concevoir qu'il y a de l'amylose qui se dépose dans les reins. Alors, vous voyez ici 2 reins dits normaux. Et au début, s'il y a quelques protéines mal repliées qui se déposent, elles peuvent former une première fibrille. Et puis petit à petit, avec le temps, puisque l'organisme continue à fabriquer ces protéines amyloïdes, ces fibrilles vont se déposer et vont être de plus en plus nombreuses.
Et au bout d'un moment, elles vont former vraiment des plaques dites amyloïdes dans les reins. Et c'est comme ça que ça va bloquer le fonctionnement des reins, puisque ça va occuper de l'espace et empêcher le fonctionnement normal du rein, qui est de filtrer le sang. Ici, avec le même type de raisonnement, on peut comprendre facilement que le foie, qui est une cible aussi de la formation des fibrilles amyloïdes, puisse être au bout d'un moment bloqué au niveau de son fonctionnement par les plaques d'amylose. Et encore une fois, ici, le tube digestif est lui aussi une des cibles privilégiées des fibrilles d'amylose et donc peut être atteint par l'amylose AA. Donc au total, sur cette représentation très schématique d'un corps humain, voici les organes qui vont être cibles dans l'amylose AA. Et quand ils sont entourés de fibrilles avec le temps, donc c'est une maladie qui va se constituer sur plusieurs années, eh bien les organes impliqués qui sont représentés ici, le foie, les reins et le digestif, vont moins bien fonctionner et c'est là que des signes cliniques peuvent apparaître. Alors il y a une de mes patientes qui m'a proposé cette image. Elle m'a dit, vous pouvez également dire que quand on a une bouilloire électrique chez soi, qui au fur et à mesure du temps, il y a des dépôts de calcaire qui se déposent au fond, c'est un petit peu ce qui se passe dans l'amylose AA, où les dépôts de ces fibrilles amyloïdes vont obstruer certains organes et que ça va empêcher le bon fonctionnement de cet organe. Donc maintenant qu'on a vu la définition de l'amylose en général, on va voir qu'est-ce que c'est que l'amylose AA et pourquoi elle survient. Donc il existe plusieurs variétés d'amylose en fonction du nom de la protéine qui est mal repliée. Vous avez mis l'exemple d'une protéine jaune qui était mal repliée, mais il y en a plusieurs variétés. Et là, le type d'amylose va porter le nom de la protéine mal repliée qui va se déposer. Donc dans l'amylose AA, c'est une protéine qui s'appelle sérum amyloïde A, et on la surnomme, enfin son diminutif c'est SAA, et c'est pour ça que ça s'appelle amylose AA. Et elle est produite en excès par le foie. En fait, c'est une protéine qui fait partie des processus de l'inflammation, et de l'inflammation, il y en a en excès quand on a une maladie inflammatoire. Donc vous voyez sur le petit schéma en dessous, quand on a une maladie inflammatoire, je vais vous détailler de quel type de maladie il peut s'agir, le foie va fabriquer des protéines de l'inflammation. Il y en a une qui est assez connue, qui s'appelle la C-réactive protéine, et celle qui est moins connue, c'est la SAA. Et la différence entre la C-réactive protéine, qui est très connue, et la SA qui est moins connue, c'est que la SAA est une protéine amyloïde, c'est-à-dire que quand elle est en excès, elle se replie mal, elle forme les fameuses fibrilles que je vais vous montrer sur les diapositives précédentes, et qui donnent des plaques. Donc voici ici le type de maladie qui peut donner une amylose AA. Donc il y a des infections chroniques, notamment pulmonaires. Ça, c'est ce qui est une des causes plus fréquentes dans les pays en voie d'industrialisation, qui n'ont pas toutes les mesures d'hygiène qu'on a en Europe, notamment en France. Ensuite, on va introduire les maladies qui sont les plus fréquemment en cause dans l'amylose AA en France. Il y a les rhumatismes inflammatoires chroniques. Donc, la maladie la plus connue, c'est la polyarthrite rhumatoïde, qui touche près d'1% de la population française, et d'autres rhumatismes inflammatoires, qui sont les spondyloarthrites. Ensuite, il y a des maladies inflammatoires chroniques, mais de l'intestin. Donc, pareil, la maladie la plus connue, c'est la maladie de Crohn. Il y en a une autre qui s'appelle la rectocolite hémorragique. Et enfin, il y a des maladies qui sont plus rares, mais qui sont pourvoyeuses d'amylose. Ce sont les maladies dites auto-inflammatoires. Ce sont des maladies où il y a des mutations de certains gènes de l'inflammation. Et du coup, depuis l'enfance, les personnes présentent des épisodes inflammatoires. Et au bout d'un moment, la SA s'accumule et peut donner de l'amylose. La plus connue, c'est la fièvre méditerranéenne familiale, dont nous sommes également à mon centre de référence. Son autre nom, avant, c'était la maladie périodique. Il y a d'autres maladies auto-inflammatoires génétiques, dont les plus fréquents sont les cryopyriopathies, le syndrome du TRAPS et le déficit en mévalonate-kinase. Enfin, après ces 4 grandes catégories de maladies inflammatoires, il y en a beaucoup plus rares, dont certaines tumeurs. Maintenant que nous avons défini l'amylose et expliqué ce que c'était que l'amylose AA, on va avancer sur une partie qui s'intitule « Comment fait-on le diagnostic d'amylose AA ?» Les symptômes de l'amylose sont souvent rares, vagues et peu spécifiques. Si vous regardez les petits dessins que j'ai mis là, j'ai représenté quelqu'un qui est à gauche fatigué. Donc ça, c'est un des signes qui est le plus commun
au patient. Et à droite, j'ai représenté un schéma d'un mollet qui peut être gonflé. Donc en fait, dans l'amylose, quand il y a un gonflement des mollets, c'est les deux qui sont gonflés, mais c'est pour vous montrer que ça peut être des signes qui peuvent être pris pour des signes banaux, ou je fais un peu de rétention, ou je suis fatiguée. Donc c'est des signes très vagues au début. Ensuite, il peut y avoir des signes qui sont peu spécifiques qui apparaissent, comme un essoufflement. Par exemple, quand on monte les escaliers pour rentrer chez soi, on est essoufflé au bout d'un escalier alors qu'avant on pouvait en monter 3. Une perte de poids de plusieurs kilos. Une fatigue très importante, nécessitant par exemple de se coucher plus tôt le soir ou de faire des siestes. Un manque d'appétit. Des urines mousseuses et ou un gonflement des chevilles. La plupart du temps, c'est un gonflement des deux chevilles. Donc, le problème de ces signes, comme ils sont vagues, c'est qu'ils peuvent faire penser à tort à des maladies beaucoup plus fréquentes, touchant par exemple les reins, ou bien le cœur, de l'insuffisance cardiaque, par exemple parce qu'on a de l'hypertension, ou bien les poumons, le foie, et ainsi retarder le diagnostic d'amylose. Dans la vraie vie, les patients, quand on les interroge, ils ont souvent vu plusieurs médecins avant d'arriver au diagnostic de l'amylose, et c'est pour ça que la maladie est difficile à diagnostiquer. Les anomalies qu'on voit le plus fréquemment dans l'amylose AA sont les suivantes. Donc, au niveau des reins, quand les reins dysfonctionnent, qu'il y a donc beaucoup de plaques d'amylose qui bloquent le fonctionnement, ça va entraîner une anomalie au niveau de la filtration du sang et des urines, et donc les chevilles peuvent gonfler, les urines peuvent devenir mousseuses, le patient peut être très fatigué. Dans ces cas-là, une prise de sang peut montrer des anomalies de la fonction rénale, notamment la créatininémie qui peut être élevée, mais pas toujours. En tout cas, si elle est élevée, ça signe un mauvais fonctionnement des reins. Mais l'examen qui est le plus important, c'est celui de l'analyse des urines, où il y a des protéines dans les urines. Si les reins ne fonctionnent plus et que la créatininémie du patient est trop importante, on peut avoir recours à la dialyse. Au niveau du tube digestif, le patient peut présenter de la diarrhée, peut avoir par exemple 6 selles par jour, peut avoir noté du sang dans ses selles, ou bien il peut cracher du sang. Il peut également avoir une perte d'appétit et un amaigrissement. Au niveau du foie, donc le foie peut être augmenté de volume, parfois le patient n'en a pas conscience, il ressent plus une pesanteur, mais quand on palpe le foie et quand on fait une échographie, on peut voir qu'il est augmenté de volume. Et les dosages sanguins des paramètres du foie peuvent être normaux ou un tout petit peu augmentés. Parfois ils sont augmentés de façon importante. De façon plus rare, dans l'amylose AA, les patients peuvent présenter un goitre de la thyroïde, donc c'est au niveau de la pomme d'Adam pour les hommes. Elle peut être augmentée de volume, souvent de façon bilatérale et symétrique. Il peut y avoir également du sang dans les urines, des urines rouges, en cas d'atteinte de la paroi de la vessie. Pour faire le diagnostic de certitude de cette maladie, la seule façon, et qui est commune à toutes les variétés d'amylose, c'est de réaliser une biopsie. Donc pour cela, il faut prendre un petit fragment de tissu atteint et le regarder au microscope. Ensuite, il faut faire une coloration spécifique qui s'appelle le rouge Congo, qui permet de détecter les dépôts d'amylose sous forme d'une substance amorphe qui est de couleur rose. Donc vous voyez ici sur cet exemple, c'est un fragment de biopsie du rein où on voit la forme arrondie, c'est ce qu'on appelle un glomérule, c'est des unités fonctionnelles dans le rein. Et tous les dépôts roses que l'on voit, hop, on voit ici, ce sont des dépôts d'amylose. Donc ce sont des fibrilles amyloïdes qui se sont déposées. Donc pour faire cet examen des tissus, il faut faire une biopsie d'un organe. Quelles sont les biopsies qu'on peut réaliser en France? Celle qui est le plus fréquemment réalisée et la plus bénigne, c'est la biopsie des glandes salivaires accessoires. C'est un examen très simple que nous faisons en consultation qui prend 5 minutes. C'est vraiment très, très court. On prélève une petite glande dans la muqueuse interne de la lèvre, dans la bouche. Donc, je vais vous montrer. Donc, on retourne un petit peu la lèvre, on le fait ici, avec une anesthésie locale. C'est un petit peu comme si on allait chez le dentiste et qu'il faisait l'anesthésie locale avant d'arracher une dent. On prélève une toute petite lésion, ça fait à peu près 0,3 mm3. On l'analyse au microscope, on a le résultat en quelques jours. Ensuite, on peut également faire une biopsie digestive. Vous avez vu qu'un des organes les plus fréquemment atteints, c'est le digestif. Donc, au cours d'une fibroscopie ou d'une coloscopie, on peut prélever
des fragments de la muqueuse digestive, et on peut les analyser au microscope. Enfin, vous avez mis en troisième position la biopsie rénale. Pourquoi je l'ai mis en troisième? C'est parce que c'est quand même plus invasif de la biopsie le rein que de la biopsie liquide dans le salivaire ou dans le tube digestif. Ça se fait généralement sous contrôle échographique par des néphrologues ou des médecins spécialistes des reins. Et on a souvent recours à cette biopsie quand il y a une atteinte des reins au premier plan, une élévation de la créatinine, beaucoup de protéines dans les yeux. Ensuite, lorsque l'amylose a été vue sur le microscope avec cette coloration de Rouchongo, qu'elle est donc amenée au laboratoire d'anatomie pathologique qui fait ces colorations, il faut savoir de quel type d'amylose il s'agit. Donc, comme on a vu que l'amylose est très hétérogène et qu'elle porte le nom de la protéine qui se dépose, nos collaborateurs dans les laboratoires d'anatomie pathologie vont faire des marquages avec des techniques complémentaires pour savoir s'il s'agit d'une amylose AA, donc ils vont marquer la protéine SAA, ou bien d'une amylose AL, ou bien d'une amylose à transthyrétine. Donc ils doivent rechercher les dépôts de cette protéine dans la biopsie. En parallèle, dans le sang, on va mesurer les marqueurs de l'inflammation, puisqu'on a vu que l'amylose AA était une maladie liée à l'inflammation. Et donc pour cela, on va mesurer la protéine qui s'appelle la C-réactive protéine, dont je vous ai parlé tout à l'heure, et qui est la plus connue des protéines de l'inflammation. Et on va doser la SAA, ça se fait dans 3 laboratoires en France. Mais si on a un marquage dans une biopsie par la protéine SAA et qu'on a dans le sang une élévation de la C-réactive protéine, on est déjà certain du diagnostic d'amylose AA. Ce qui est important, c'est de connaître l'antériorité, c'est-à-dire si vous avez à votre disposition des vieilles analyses de sang datant d'il y a 1, 2, 3, 4, 5, voire 10 ans, avec une C-réactive protéine qui est élevée, ce sera en faveur d'une inflammation qui est là depuis des années, et c'est souvent le cas dans l'amylose AA, puisque l'amylose AA survient souvent au bout de plusieurs années d'excès de protéines inflammatoires et de dépôts dans les organes. Maintenant, nous allons voir comment on traite les amyloses AA. Donc, l'objectif du traitement, c'est de diminuer l'excès circulant de cette protéine. On a vu au tout début de l'exposé que le problème dans ces amyloses, c'est qu'il y a trop de protéines dans le sang et que l'organisme n'arrive pas à l'éliminer. Donc, il faut diminuer l'excès de cette protéine. On avait également vu qu'elle était synthétisée par le foie à cause d'une maladie inflammatoire. Donc, pour que l'amylose arrête de s'aggraver, il faut stopper sa production et donc il faut soigner la maladie qui entraîne l'inflammation. Donc, je vous ai représenté ici de façon très schématique. Si la maladie, c'est l'eau qui coule à travers un robinet, et bien pour arrêter la production, il faut tourner le robinet pour plus qu'il y ait de production de la protéine SAA, parce que sinon, elle peut s'accumuler. Donc vous imaginez ici, si le liquide un petit peu marron, c'est l'eau, enfin c'est le sang avec cette protéine, si on n'arrête pas le débit, il va y avoir des dépôts de protéines SAA dans le corps. Donc à ce jour, il n'y a pas de traitement efficace pour faire disparaître les fibrilles amyloïdes déjà constituées dans cette variété d'amylose. On n'a pas encore trouvé de moyen de faire disparaître ces fibrilles. Du coup, il faut vraiment arrêter la production pour qu'elles arrêtent de se déposer. Enfin, dans certains cas, on peut proposer aux patients de leur greffer un rein quand l'insuffisance rénale est terminale et qu'ils ont un bon état général par ailleurs. Et enfin, ce sera la fin de cet exposé, comment une amylose AA doit être suivie et quelle est son évolution. Donc l'amylose AA, le plus important, c'est de la prévenir. Donc quand on sait que le patient a une maladie inflammatoire, il faut lui proposer un traitement le plus efficace possible, le plus tôt possible, pour éviter que la protéine SAA soit présente en excès dans le sang et qu'elle se dépose. Donc, je prends l'exemple de la fièvre méditerranéenne familiale. Quand on fait le diagnostic dans l'enfance, il faut vraiment veiller à ce que le patient prenne son traitement toute sa jeunesse et toute sa vie, pour pas qu'il ait un excès de cette protéine SAA dans son sang. En cas d'amylose AA évoluée, le patient doit être suivi de près par le médecin qui suit sa maladie inflammatoire, son médecin traitant également, et un médecin spécialiste de l'amylose AA, son interniste, et le plus souvent, comme vous avez vu que les reins sont au premier rang des atteintes, un néphrologue. Les patients peuvent bénéficier, grâce à l'association des patients atteints d'amylose, d'un espace de discussion et d'échange autour de leur maladie, comme vous l'ont très bien présenté M. Reuil et Mme Clément.
Donc je vous remercie de votre attention. Donc, nous sommes à Thonon, le centre de référence de l'amylose inflammatoire, dirigé par Gilles Gratteau, qui est représenté ici sur la photo au milieu, qui travaille sur les amyloses inflammatoires depuis plus de 20 ans. Et nous sommes 3 médecins dans le centre à votre disposition pour toute question. Vous avez notre adresse mail et nos coordonnées téléphoniques, ainsi que l'adresse de notre site internet. Voilà, donc je vous remercie de votre attention. Nous avons demandé à une de nos patientes qui est membre de l'association et qui a une amylose AA de nous proposer un témoignage. Donc je la remercie d'être venue. Donc, on se connaît depuis quelques années. Et on a discuté ensemble en consultation d'éléments qui pouvaient être intéressants à témoigner pour les patients. Donc je vous laisse la parole. Vous voulez vous approcher un petit peu? Oui. Donc, je vais commencer brièvement par le début, à savoir qu'en 2001, j'ai commencé à avoir mal au genou droit, et après différents examens, j'ai avéré que c'était une polyarthrite. Peu plus tard, on s'est aperçu que ce n'était pas vraiment une polyarthrite, mais un rhumatisme inflammatoire, non identifié vraiment. Donc, pendant une longue période, j'ai été soignée uniquement avec de la cortisone, et au bout d'un moment, j'ai commencé à avoir du sang dans les urines. Donc une anémie et tout ça. Et ça s'est compliqué jusqu'en 2009, où là, j'ai dû partir aux urgences à Saint-Louis, parce que la vessie ne fonctionnait plus et ça saignait énormément. Donc je suis restée une semaine à Saint-Louis, ils m'ont soignée, et ensuite, quand je suis retournée à la consultation à Saint-Louis, le médecin m'a dit: bon, vous avez trouvé une nouvelle maladie, l'amylose AA. Moi, non, je ne savais pas ce que c'était, donc voilà. Et donc, je suis partie à l'hôpital Lariboisière pendant une semaine pour faire des examens complémentaires, et notamment le prélèvement des glandes salivaires. Donc, à la suite de ça, un médecin, le chef du service où j'étais venu me voir, en me proposant du méthotrexate, parce que j'ai refusé. Et donc, je suis de nouveau repartie sur la cortisone, et sans autre traitement. Puis ensuite, les saignements ont recommencé au bout de quelques temps, et là j'ai décidé de venir à Thonon, au service spécialisé, en 2013. Et là on a repris tout un tas d'examens pour voir que finalement il y a de l'amylose dans les tubes digestifs, il y en a au rectum, il y en a dans les glandes salivaires, et la peau, les reins et la vessie. Voilà, et depuis, donc, je suis en dialyse, et je prends un traitement qui s'appelle le tocilizumab. Et donc, ça fait maintenant 6 mois que je suis ce traitement, et qui, bon, pas l'air d'être très commun, parce que j'ai de nouveau du sang dans les oreilles. Donc là, je dois faire une échographie, et ensuite comment on appelle ça, pas une échographie, mais c'est zikal. Ah oui, une cystoscopie. Voilà. Donc je fais ça le 28 novembre et le 2 décembre. Et après on verra si on augmente la dose de tocilizumab ou non. Voilà. J'en suis là pour l'instant. Donc l'histoire de Mme Cravan est très instructive, puisque ça montre que la maladie a mis beaucoup d'années probablement à se développer, et qu'elle est arrivée à un stade où elle touche beaucoup d'organes. Et donc on a mis en place un traitement ce traitement qui s'appelle une biothérapie, qui est dirigée contre la maladie rhumatismale, et qui a permis à peu près
à ce jour de stabiliser à peu près l'inflammation. En tout cas, voilà, Madame Clavran est très courageuse et je pense que c'est important de témoigner pour les patients qu'il faut vraiment essayer de commencer leur traitement le plus tôt possible pour leur maladie inflammatoire pour stabiliser la maladie et ralentir sa progression pour essayer d'éviter d'arriver jusqu'à la dialyse qui est quand même pas simple à gérer au quotidien. Oui, non, mais bon, c'est quand même pas... Bon, je préfère arrêter chez moi 3 jours par semaine. Enfin, bon. Mais ça me permet de lire, ça me permet... Bon, j'ai bien par habitude de me laisser entraîner par la morosité, mais je veux dire, c'est pas insurmontable, c'est pas... je veux dire, bon, ça dépend de la vie des gens aussi, hein. Genre, j'ai toujours été active, j'ai toujours intéressé à un certain nombre de choses, donc je veux dire, pour moi, ça ne change pas vraiment grand-chose, sauf qu'il y a cette maladie et qui n'est pas, c'est pas actif, quoi. Donc, je risque ma vie finalement. Mais bon, tout le monde la risque en fait. Donc voilà, en gros, donc, je pense qu'il faut quand même aussi une certaine hygiène de vie. Là, à la dialyse, ils organisent avec une association tous les dimanches matins, j'ai toute l'enseigne nordique. Donc j'y vais. Et puis, bon, je fais de la kiné musculaire pour me remuscler parce qu'avec les hospitalisations, j'ai perdu quand même de l'équilibre et des muscles. Donc j'essaie un peu de rattraper ça. Et puis voilà. Donc, il faut bouger. Merci Madame Clavran, merci de venir témoigner. Enfin, j'aimerais insister sur les patients qui ont des maladies génétiques depuis leur jeunesse, donc toutes les maladies auto-inflammatoires, comme la fièvre méditerranéenne familiale, où malheureusement nous devons régulièrement prendre en charge des patients qui ont 30, 40 ou 50 ans, souvent 30 ans, et qui ne connaissaient pas cette maladie, et donc qui arrivent au stade d'amylose. Ils m'ont fait le diagnostic de l'amylose, mais aussi de la maladie sous-jacente, qui aurait pu éventuellement être soignée depuis de nombreuses années et éviter la progression jusqu'à l'amylose. Voilà, donc nous sommes à votre disposition pour répondre à des questions. Vous voulez dire un mot sur l'association, il y a un groupe de malades à Paris qui s'est mis. Alors, par exemple, vous venez de décrire un peu votre parcours, mais il serait intéressant de l'avoir sous forme écrite et de l'avoir, par exemple, sur notre site web, ce qui permet après d'instaurer un dialogue entre les malades qui sont atteints d'amylose. Donc ça permet déjà, ils ont aidé dont l'état évolue favorablement. Donc c'est ce qui se passe au niveau des autres types d'amylose. Et comme l'amylosa, pour l'instant, au niveau de notre association, est représentée de façon assez légère, on recherche justement des témoignages. Donc ça, c'est un premier. Ensuite, alors je ne sais pas si vous consultez le web, vous êtes équipé pour consulter. Oui, je vais aller sur le site là, oui. À Marseille. Oui. Les mises à jour régulièrement oui, tous les ans, à l'époque surtout de l'Assemblée générale, où le conseil scientifique fournit les communications à jour sur leur propre spécialité. Donc, mais vous pouvez aussi, on peut vous expliquer aussi, il y a une autre forme de support qui a des informations beaucoup plus réactives, c'est la fameuse page Facebook. On peut avoir atteindre cette page, par exemple, par le fil d'actualité qu'il y a sur l'accueil de notre site web. Déjà, vous pouvez y consulter les dernières informations. Et puis, bon, je voudrais rajouter qu'en fait, les groupes de malades, il faut penser que nous, on était déjà peu représentés, 400 en France, au cas de neuropathie amyloïde héréditaire, donc des groupes vraiment
informels, on ne les a pas fait, mais on attend ça pour les faire. Si effectivement on a désormais des malades d'amylose à avoir à elle, qu'est-ce qu'on pourra faire, quoi. Ça, c'est à travailler. Mais on a fait avec ce qu'on était peu nombreux, et l'histoire a fait qu'on s'est retrouvés à plusieurs avec des amyloses héréditaires. Donc on se connaît plus dans ce domaine-là, mais c'est faute voilà, d'avoir rencontré d'autres malades. On avait quand même d'acquérir une bonne expérience au niveau des ateliers thérapeutiques. Tout à fait, l'expérience au niveau de l'amylose héréditaire qui peut être, tout ça on le voit transposé dans toute la transposé, oui. Par exemple, dans sur l'île de France, ça permet quand même de voir il y a quand même une diversité, je commence l'île de France, avoir une diversité de malades qui permettent de voir quelques malades qui. Parce qu'au niveau des ateliers d'éducation thérapeutique, aussi il y a un dialogue qui s'instaure. Entre les patients. Chaque atelier commence par un dialogue. Ouais, au départ, c'était pas une méthode, et puis on s'est aperçu que c'était fondamental. Chacun présentait, ou faisait présenter par l'autre son cas et tout. Ça permet déjà de. Bon, ces ateliers, ils ont au Kremlin-Bicêtre, parce que c'est une expérience là qui arrive un peu à son terme, au sens maintenant il faut qu'elle soit dupliquée, ouverte et tout. Et ça correspond exactement au travail qu'on fait avec vous sur les amyloses. Voilà, on s'ouvre à d'autres amyloses. Il y a un travail qui est fait à Mondor, dont on n'a pas beaucoup parlé, mais sur les amyloses, là, ils se sont vraiment fixés sur les amyloses cardiaques, parce que là, ils en ont beaucoup. Hein. Ça, surtout que c'est une forme âgée, donc plus la population vieillit, je parle plus la population est plus on en trouve. Donc là, ça va faire des groupes de malades plus importants, donc plus actifs. Ouais. Voilà. Et puis sur Tenon, il y a la possibilité de créer un groupe de travail autour des amylosas avec un groupe d'éducation thérapeutique. D'ailleurs, on profite de cette webconférence pour faire appel à des patients avec une amylosa qui regarderaient pour leur proposer de faire partie du groupe amylosa et de venir échanger là-dessus. Vous avez lu dans la presse même de vulgarisation par de formation pour les patients qui veulent faire de l'éducation thérapeutique. Donc ça, c'est ouvert vraiment à tout type de malades. Et donc ça aussi, c'est une ouverture parce que ça permettra de rencontrer des gens et puis d'avoir le lien plus facilement aussi avec les médecins, savoir ce qui se passe. Ouais. Donc ça, on a aussi des contacts. On est pour l'instant, dans notre association, il n'y a qu'une malade qui soit formée à l'éducation thérapeutique, mais pour l'instant, il n'y a que moi. Mais voilà, on a une deuxième patient sur les rangs, et c'est vrai que si on en avait 34, des amylosas à elle, ça ferait une circulation d'activité, d'information. Voilà. Bien, merci à vous tous.